Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler d'un film d'animation sorti fin des années 90 et pas forcément très connu, Excalibur, l'épée magique ou Quest for Camelot en VO. C'est un film de la Warner, réalisé par le Belge Frédéric Duchot pour l'une de ses seules réalisations, n'ayant qu'une poignée de films à son actif. On retrouve au casting pour l'héroïne Kylie, Jessalyn Gilsig, connue en séries télé comme par exemple en Siggy dans Viking, dans Heroes en Meredith Gordon ou encore dans Glee. Garrett est doublé par Cary Elwes, le héros de Sacré Robin des Bois, de Saw ou de Princess Bride. On a également Gary Oldman, Eric Idle des Monty Python, Don Rickles qui joue dans Casino ou double Monsieur Patate dans Toy Story, ainsi que Jane Seymour, connue pour la série Dr. Quinn, ou au cinéma aux côtés de Michael Caine dans Jack l'Éventreur. On peut également mentionner Bronson Pinchot qui joue dans Le flic de Beverly Hills, ou encore Gabriel Byrne qui a joué dans Usual Suspect, L'homme au masque de fer et Ennemi d'État, mais aussi dans la série Viking, comme Jessalyn Gilsig, ou dans l'excellent film de Boorman, Excalibur. Et pour Merlin, John Gielgud, un vieux de la vieille qui a joué pas mal de rôles de noblesse, et avec un début de carrière béni en jouant pour Hitchcock, Mankiewicz, Orson Welles, Otto Preminger, même Laurence Olivier, et il a aussi joué dans le Lancelot de Jerry Zucker. Évidemment, on parle de doubleurs qui n'auraient peut-être pas vraiment d'importance au final, dans le sens que la plupart des dessins animés sont regardés en français. Et l'on retrouve alors dans ces comédiens de doublage Julie Turin pour Kylie, la doubleuse de Jessica Biel, et qui a doublé Sam dans Urgence. Et pour la petite Kylie, Kelly Marot, qui a prêté sa voix à d'innombrables reprises, par exemple la voix de Sansa Stark dans Game of Thrones, Serra dans la saga Le Petit Dinosaure, Elsa Van Helsing dans Frankenweenie, ou encore en devenant la voix officielle de Jennifer Lawrence, Dakota Fanning, ou du personnage de Rose dans les 2 derniers Star Wars. Pour Garrett, il s'agit d'Emmanuel Curtil, le doubleur officiel de Jim Carrey, de Kyle Chandler ou de Mike Myers. On le retrouve dans des animations telles que Bambi, Le Roi Lion, Le Prince d'Égypte, Cusco, La Ferme se rebelle, L'Âge de glace, ou dernièrement dans Vaillante. Une autre pointure dans le rôle d'Arthur, un autre Emmanuel, cette fois-ci Emmanuel Jacomi, la voix officielle de Pierce Brosnan, qui double d'ailleurs le roi en VO, doubleur également de Denzel Washington, Forest Whitaker, Ray Liotta ou Russell Crowe, et que l'on retrouve dans des animations telles que Cendrillon, La Petite Sirène, Le Bossu de Notre-Dame, La Belle et la Bête, Le Prince d'Égypte, Tarzan, Le Monde de Nemo, Cars, Wall-E, Dragon, ou encore dans les rôles de Superman et Batman dans les animations DC. Jean Barnet pour Lionel, qui est le doubleur de J.K. Simmons et qui a doublé Chip dans Fourmise, le méchant dans Atlantide de Disney et Doris dans les Shrek. Mark Alphos, pour Robert, est aussi l'une des voix régulières de Russell Crowe, Ron Perlman ou de Bruce McGill. On le retrouve dans Pocahontas, Toy Story, Hercule, Mille et une pattes, Madagascar, Fourmise, Spirit, L'Âge de glace, Cars, mais surtout en Robert Parn, héros des Indestructibles. Eric Metayer, le Griffon, qui joue Wattu dans la prélogie Star Wars. C'est aussi la voix de Iago dans Aladdin, Peine et Panique dans Hercule, Gurki dans Taram, et lui aussi le héros Robert, mais Razowski de Monstres et compagnie. Michel Mella pour Brisbeck, qui a doublé Joe Pesci et Daniel Stern dans Les Maman j'ai raté l'avion, John Torturo, Paul Giamatti et la voix de Porky Pig dans Space Jam. Mais aussi Hercule dans Pif et Hercule et Waco dans Les Animaniacs. Et lui aussi on le retrouve également dans Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame, Mille et une pattes, L'Âge de glace, Shrek, etc. etc. C'est là qu'on se rend compte à quel point le monde est petit dans le domaine du doublage et qu'ils se connaissent tous. Il y a également Evelyn Selena qui joue Lady Juliana, qui est la voix de Glenn Close, Candice Bergen et Jane Seymour,
ainsi que l'une des voix françaises de Meryl Streep, Hélène Mirren, Jane Fonda, Judi Dench et Carrie Fisher dans la trilogie Star Wars, mais aussi la voix de Linda Gray dans la série Dallas. Sans oublier la participation d'Alain Chabat pour Devon et Cornouailles et Jack Chevalier pour Merlin. Autant le dire de suite, pour un public moderne, avec l'accumulation d'animations en tout genre et d'un vrai savoir-faire, celle-ci paraîtra probablement bien fade et sans intérêt, donnant clairement l'impression d'être une pâle copie d'un Disney, tant par les graphismes, le scénario, les personnages et les chansons qui semblent se caler dessus mais sans parvenir à l'égaler. Avec des références culturelles trop forcées, des personnages pas assez développés ni exploités, la romance pas très bien amenée, les transitions entre les intrigues mal gérées, les décors pas assez détaillés et la fin du méchant peut laisser à désirer. On en gardera l'image d'un dessin animé un peu trop désordonné et mal équilibré. Un film peut-être un peu trop pensé pour les enfants, trop édulcoré et manquant vraiment de consistance. Il se dégage un vrai manque de cohésion, d'innovation, ni même la sensation d'une grande aventure, ce qui pourra finalement ne laisser que peu d'émotion. Néanmoins, si on fait abstraction de tout ce que l'on connaît déjà, on pourra le trouver intéressant, même parfois attachant, pour ses personnages, ses décors et son animation soignée et de haute qualité, qui incruste des images de synthèse plutôt bien accordées, même si le passage avec l'ogre détonne un peu. Il y a pas mal d'humour, de clins d'œil et de références, comme le passage de Superman, qui pourront séduire et faire rire. Tout ce qu'on pourra lui reprocher sera sans équivoque la conséquence d'une intention douteuse et d'une production laborieuse, qui se fera ressentir lors des projections, conduisant à un échec cuisant, au point pour la Warner de fermer l'une de leurs filiales et d'annuler tous les projets en cours. À cette époque, c'était en quelque sorte la révolution dans la plupart des majors de l'industrie, suite au colossal succès du Roi Lion, qui suscita de nouveau l'intérêt du public pour les animations. Excalibur devient le premier projet de cette nouvelle ère pour la Warner, tous les autres ayant été des coproductions, co-distributions avec d'autres studios. Et avant d'opter pour Excalibur, 2 projets furent annulés, car l'un était trop proche du Prince d'Égypte de DreamWorks, et l'autre trop proche du Bossu de Notre-Dame de Disney. C'est à la base Bill Kroger et sa femme qui devaient s'occuper du projet, mais ils ont tous deux claqué la porte du studio à cause d'une gestion totalement catastrophique. La production fut lancée avant même que le scénario ne soit bouclé, une histoire qui sera sans cesse réécrite, empêchant le film d'avancer et finalement amputée d'une bonne partie de l'équipe de tournage, à qui l'on a confié le projet Space Jam qui s'était lancé entre-temps et sortira bien avant. Le tournage se dégrade, certains membres de l'équipe sont remplacés et la réalisation confiée à Frédéric Duchot, débutant alors. Le film sera un échec commercial et très peu s'en souviendront. La légende de Kaamelott raconte donc l'histoire de Kylie et ses compagnons qui vont tenter de récupérer l'épée légendaire après que celle-ci ne se soit fait voler par un chevalier félon et revanchard qui désire asseoir son pouvoir. On y retrouve donc l'héroïne Kylie qui rêve de faire partie de la chevalerie à l'image de son père, bien que les femmes n'y ont pas leur place. Son père est mort pour sauver le roi et comme on le sait, les blessures d'hier forgent le destin de la génération de demain. Un peu comme Mulan, c'est le genre paysanne, un peu naïve, qui n'a pas encore la mesure du danger et des obstacles à franchir. Mais elle est courageuse, déterminée, intrépide et se lance sans hésiter à la poursuite de l'épée pour sauver le royaume. À ses côtés, nous retrouvons ce qui pour beaucoup est le véritable personnage central de l'histoire, Gareth, qui a choisi de vivre en ermite dans la forêt. Il est isolé et caché du monde, mais aussi connecté avec les forces de la nature.
ce qui, malgré sa cécité, lui permet de mieux voir. Il est tel un prince au milieu d'une forêt enchantée, vivant en parfaite harmonie avec elle, un parallèle avec le roi Arthur et son havre de paix de Camelot. C'est un peu l'opposition entre la civilisation, qui bâtit et construit, et le monde sauvage, qui s'autorégule, s'auto-équilibre, mais c'est aussi notre rapport conscient-inconscient. La forêt demeure un lieu de perdition et de tourment, manifestation de nos angoisses, et même si Gareth est parvenu à dompter ce royaume hostile, il n'en reste pas moins un enfant dans le monde réel, qu'il fuit volontairement par peur de ne pas être accepté, de ne pas y avoir sa place. Un peu comme dans La Reine des Neiges, la forêt est sa protection qu'il s'est fabriquée, s'attaquant à tout ce qui représenterait une menace pour lui. C'est un excellent personnage auquel on s'attache rapidement. Sa personnalité, sa façon d'être et de penser, il donne clairement plus de valeur à l'histoire. C'est un peu une belle au bois dormant qui va s'éveiller, se réveiller face à la force audacieuse et téméraire de Kaili, qui va dissoudre petit à petit cette barrière de ronces qu'il s'est construite, pour lui permettre de voir et d'accepter la réalité, et le mener à s'affronter et surmonter les obstacles de son passé. C'est bien cet amour qui s'éveille en eux qui permet de le guérir en tout sens du terme, tout comme de sortir de la forêt pour réintégrer le monde conscient qui permet son accomplissement, son adoubement. C'est toujours en voyage que l'on trouve son idéal, son Graal, souvent représenté sous les traits de l'amour, et qui permet de voir au-delà du visible. On retrouve cette idée dans la fameuse épée légendaire, qui représente bien cette imagerie de croissance et d'apprentissage, celle du début de la quête du héros qui part au nom de son père à la rencontre de lui-même, pour se changer, se transformer, en faisant surgir sa volonté du plus profond de lui-même, dans sa forêt intérieure, où est enfoui un potentiel infini et indéfini. Elle n'a ainsi rien à offrir à un adulte meurtri et noirci par la vie, ne pouvant que s'emparer de la lumière d'autrui. Je n'ai pas été totalement convaincu par cet antagoniste, dont on a un peu de mal à croire qu'il ait pu être l'un des chevaliers de la table ronde, participant à l'équilibre et la stabilité de Camelot. Jusque-là, où il aurait été tellement malin qu'il aurait su conserver sa haine et sa rancœur pendant des années avant de se révéler. Et justement, on ne prolonge pas cette agilité ou subtilité du personnage dans ce qui suit. On le revoit de temps en temps dans la forêt, mais ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Ni à la forêt, ni pour lui, ni même pour le héros qui sont déjà en danger. Ça reste quand même une bonne idée que le méchant poursuive de lui-même les héros, sans faire appel à des acolytes comme souvent, mais il semble vraiment perdre de son ampleur au fur et à mesure qu'on le voit, finissant par surjouer ou être un peu trop cliché. Il a un petit côté Scar qui veut s'emparer du trône avec sa musique personnelle, sa coloration verte dominante, en créant une armée de créatures synthétiques. Il n'est peut-être que la piqûre de rappel de la réalité qui nous poursuit, ou qui nous retrouve toujours, même à l'écart du monde, et qui sert finalement à tester la détermination des héros dans leur cheminement. Lui-même, comme dans le Roi Lion, se fait rattraper par le temps et les descendants qui ont mûri. Kaili et Gareth découvrent, eux, leur propre nature intérieure, leur propre magie qui va lutter contre cette magie noire artificielle. C'est la distinction de deux règnes, celui du roi Arthur et ses chevaliers qui servent le peuple, l'identité, et celui de Ruben qui dépersonnalise les choses pour être servi par le peuple. À ses côtés, on retrouve une créature antique et mythique, majestueuse et sans égale, le Griffon, mi-lion, mi-aigle, faisant de lui à la fois le roi de la terre et maître des cieux. Dans d'autres croyances, sa double nature pourrait le faire apparaître comme un démon. Pour s'y opposer, nous avons le faucon,
aux ailes d'argent de Merlin, associé à Horus chez les Égyptiens. C'est lui ici qui sert de guide spirituel, de troisième œil à Gareth, qui possède les mêmes rapports et symboles au mythe d'Horus. On peut noter encore l'opposition où le griffon obéit à son maître, là où le faucon est un guide pour autrui. Nous avons également les dragons siamois, sorte de Timon et Pumba, avec l'un plus élégant, l'autre plus primaire, Devon et Cornouailles, qui se chamaillent. Mais bien qu'ils soient ceux qui apportent l'humour, la légèreté, avec pas mal de références, ils représentent à eux seuls le concept même de cette œuvre. Quelque part, ils se détestent et voudraient pouvoir se séparer pour vivre leur pleine existence chacun de leur côté. Mais ils vont finalement apprendre l'un de l'autre et fonctionner ensemble, ce qui va leur permettre de voler, de s'élever, un peu comme un individu qui parviendrait à concilier en lui ou réconcilier les ténèbres et la lumière, les parties obscures de chacun de nous qui s'opposent constamment. Historiquement parlant, le comté de Devon et les Cornouailles sont en quelque sorte une scission d'un même royaume, d'un même territoire, d'une même fratrie. Deux territoires jumeaux qui continuellement se séparent et se renouent, issus d'une seule et même origine. Deux comtés comme deux royaumes, comme deux mondes, deux idées, deux individus, c'est tout ce qui s'oppose, mais se complète pour former un tout, un cercle. Certains regretteront de ne pas retrouver l'histoire principale du roi Arthur et ses chevaliers, n'ayant pas véritablement de point clé sur la légende, bien que le roi Merlin et le royaume soient présents. Pour d'autres, au contraire, ils trouveront ça audacieux de mettre l'accent sur des personnages plus communs qui malgré tout peuvent accomplir de grandes choses. C'est un peu le groupe de losers, des non-conformes qui vont devenir, contre toute attente, des héros. Le handicap est traité avec justesse, sans en faire des caisses. D'ailleurs, l'oiseau de Merlin n'a pas non plus la possibilité de s'exprimer autre que par le sifflement, le rendant lui-même incompris des autres. Et c'est en fait Gareth qui interprète, ou plutôt traduit ces sifflements par des mots, rendant compréhensible la volonté de Merlin, de la magie aux yeux des autres. Il serait également l'entremetteur de cet amour, les guidant tout au long du périple. Et même le méchant détonne physiquement des autres chevaliers. Son tic à l'œil est d'ailleurs excellent. De manière générale, c'est un peu le combat de la différence et de l'intégration. Le film est en réalité une adaptation de la trilogie des Trois Damoiselles de Vera Chapman, une histoire basée sur les légendes arthuriennes, mais d'un point de vue féminin. Elle a également fondé la Tolkien Society et en a même persuadé Tolkien lui-même d'en devenir le président honoraire. À l'image de ses héroïnes, c'est elle-même une femme de caractère et déterminée. On peut noter que l'un de ses romans se nomme The Green Knight et que l'an passé, un film The Green Knight est sorti, réalisé par David Lowery. Tous deux excellents d'ailleurs, mais ne sont pas liés entre eux, outre du fait qu'ils reprennent tous deux l'inspiration du poème de Pearl en 1946, Sir Gawain et le Chevalier Vert. Excalibur, l'épée magique, s'inspire, ou plutôt revisite le premier roman, La Damoiselle du Roi, en prenant évidemment pas mal de liberté, de raccourcis dans l'histoire, avec des personnages totalement absents, réaffectés à un autre rôle, ou carrément fusionnés entre eux. Les animaux et les musiques sont rajoutés, et le point le plus flagrant, c'est le ton. Le livre étant plus sombre et plus dramatique, mais aussi plus noble, romantique et symbolique. Ce qui aurait pu être assez dingue dans cette animation, c'est de changer le physique de l'héroïne, qui est décrite comme laide dans le roman, et elle-même se considérant ainsi, n'étant pas du tout dans la beauté des normes de son époque. Mais ils n'ont pas osé, je suppose, et sont restés finalement assez classiques, attribuant la laideur aux méchants. On parlait de la production de cette animation et leurs difficultés pour le scénario.
Et justement, le conflit créatif régnait dès le début, quant à savoir s'il fallait conserver les éléments plus adultes du roman ou au contraire les enlever pour jouer la sécurité. Ce qui conduit à cet appauvrissement des protagonistes, le flou et cette impression d'ellipse de l'intrigue, tout est simplifié, amoindri pour correspondre principalement à un jeune public. Les scènes et les chansons s'enchaînent sans qu'on ait le temps de vraiment savourer ou d'être émerveillé par tous les éléments d'héroïque fantasy qu'on nous présente. Le bestiaire est quand même assez garni, pas forcément tous bien exploités, avec des personnages qui rappellent un peu les légendes, mais loin d'être aboutis. Quelque part, on se dit que ça pourrait se passer n'importe où, dans n'importe quel univers, et tous les éléments importants remplacés par d'autres choses, sans que ça ne change quoi que ce soit. Il y a pourtant de belles idées, avec certaines scènes animées vraiment soignées et bien pensées, qui regorgent de belles transitions inspirées. Comme par exemple toute la séquence du début, avec la poussière et les larmes qui font des cercles dans l'eau, comme une forme d'écho des causes et conséquences temporelles, les cercles liés à la table ronde et au symbole des 3 cercles, puis pendant la chanson Les ailes de mon père, où il la fait tourner dans les airs comme si elle volait. Le début est vraiment excellent avec l'introduction des personnages, l'histoire de la légende et la musique. On a vraiment une promesse de quelque chose que l'on n'aura finalement pas vraiment. Ni épique ni nostalgique, ça reste l'un des films de mon enfance ou de mon adolescence. Celui qui m'aura introduit dans l'univers fondateur du mythe arthurien, avec ce goût de l'aventure, le code et la quête des chevaliers, devenant une véritable passion, source d'inspiration et d'imagination, au point de carrément étudier tous ceux qui s'en rapportaient de près ou de loin. Je finirai sur les musiques composées par Patrick Doyle, qui a parfaitement su faire ressortir le côté médiéval et celtique de l'intrigue. Un compositeur que l'on retrouve souvent chez Kenneth Branagh, et plus récemment sur La planète des singes, Les origines, ou encore Rebelle de Disney, ou La coupe de feu d'Harry Potter. Pour certains, les musiques seront la grande réussite du film, multipliant l'émotion et la poésie, là où pour d'autres, elles seront trop nombreuses et inutiles pour la plupart, mais surtout faisant beaucoup trop écho à celles de Disney. On sent beaucoup du Roi Lion par exemple dans l'ouverture, de même pour celle de Rebert, de la mise en scène de L'amour dans tes yeux ou encore celle de Si je ne t'avais pas. C'est Carole Bayer-Sager et David Foster qui ont planché sur les chansons, avec notamment un titre récompensé, The Prayer, chanté par Céline Dion et Andrea Bocelli. Une musique magnifique qui peut donner le frisson. On retrouve également Andrea Corr de The Corrs, Steve Perry et Brian White pour la VO. Et en français, l'on retrouvera par exemple Daniel Beretta pour le roi Arthur, la voix régulière de Schwarzy, qui joue également Lumière dans La Belle et la Bête. Michel Chevalier pour Gareth, il fait également celle du prince dans Cendrillon version 91 et celui du Cygne et la princesse. Nathalie Ménardet pour Tendez-lui la main, un petit instant de grâce que chante la mère de Kylie quand celle-ci est en fuite. On a également la voix de l'agent Smith, de Gimli et Silverbarb, Vincent Grasse pour la chanson de Rubert. Puis Bénédicte Lecroart, qui aura été la voix parlée et chantée de Belle dans La Belle et la Bête, aux côtés d'Emmanuel Jacomi. Mais aussi la voix chantée de Wendy, de Féline dans Bambi et de Juliette dans Le Cygne et la Princesse. Quand on les écoute individuellement, elles sont vraiment de qualité, avec un vrai désir de grandeur, peut-être un peu trop d'ailleurs, par rapport à ce que l'on voit à l'écran. Mais si l'on n'y a pas été réceptif au premier visionnage, première écoute, ça vaut la peine de les réécouter plusieurs fois pour se laisser envahir par les sentiments qu'elles évoquent. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup écouté L'amour dans tes yeux, Je vis seul et Les ailes de mon père.
Voilà pour cette œuvre sympathique et au plaisir simple autour des chevaliers de la table ronde, avec une héroïne forte et volontaire, mais qui manquera dans sa généralité d'identité, et restera très anecdotique dans l'univers de l'animation, tout comme de la légende qu'elle aborde. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.